Je suis toujours aussi sioniste, malgré toutes les épreuves qu'on vit. Ça a été pour moi des épreuves personnelles, mais aussi toutes ces années de combat pour pouvoir travailler. La guerre aujourd'hui, j'ai 2 fils qui viennent de revenir de l'armée après 4 mois et demi à l'armée, un dans le nord et un dans le sud. Je veux dire, c'est des épreuves où on pourrait lâcher prise et dire c'est trop pour nous, c'est trop. Et puis non, on est ici et il n'y a pas comme Israël. Notre place, elle est ici. Elisheva Levi-Cohen, bonjour. Bonjour. Alors merci d'être avec nous aujourd'hui parce que votre alia, on va dire, a été rocambolesque. Pourquoi vous avez décidé de monter? J'ai toujours voulu monter. Depuis l'âge de 15 ans, j'ai toujours voulu monter en Israël. C'est par pur sionisme, amour d'Israël. Mon cœur vibre avec Israël et j'ai toujours eu le cœur et mon regard et mon attention et ça a toujours été une de mes priorités. Vous n'êtes pas monté tout de suite. Pourquoi? Non, je ne suis pas montée tout de suite. Grâce à Tikvatenu, grâce à l'école juive, grâce au mouvement de jeunesse, au DEJ aussi. On était dans l'action. J'ai été madricha et j'ai été les mouvements communautaires. Et voilà, on a créé de toutes pièces des communautés. Et c'était toujours ma volonté, pas de monter seule, mais de pouvoir aussi emmener le plus de monde possible avec moi et cette volonté je l'ai gardée et puis à un moment où j'ai fait un séminaire de formation en Israël, j'ai décidé que je reviendrais pas contre l'avis de mes parents, contre l'avis de... Je suis restée sans rien. Comme aujourd'hui, je suis évacuée de chez moi. À ce moment-là, c'est moi qui suis partie, j'ai décidé de ne pas revenir et donc mes parents, ça a été très très dur parce que du jour au lendemain, sans diplôme, sans valise et sans rien, j'ai décidé de rester. Ça a duré quelques mois et quand je suis finalement revenue en France pour prendre quelques affaires et repartir officiellement, j'ai rencontré mon futur mari qui après quelques mois est venu me demander en mariage et je suis revenue à ce moment-là. Donc j'avais 20 ans et je suis retournée en France pour me marier. C'était une seule bonne raison pour moi pour revenir. Et puis après, il était dentiste, il venait d'acheter son cabinet, donc il m'a dit un petit peu de patience, on ira mais pas tout de suite. Et ça a pris encore 20 ans pour repartir. Donc après, quand ma fille a eu 18 ans, à Yavne, elle était à Yavne, à 18 ans, j'ai dit à mon mari, c'est maintenant, on y va, je ne vais pas prendre le risque d'en laisser un ici. Donc je voulais pas qu'elle commence ses études en France. Donc on est parti avec 4 enfants. C'était beaucoup de joie, beaucoup de motivation. Il était aussi extrêmement communautaire et extrêmement motivé. Hein. C'était juste parce que ses parents avaient été là, sa famille, son cabinet. Donc c'était pas facile. Au niveau professionnel, de monter à 40 ans, c'est pas comme monter à 20. Et c'était un gros sacrifice. Comme il disait, son cabinet était dentiste, son cabinet c'était son bébé. Et puis on a à peine eu le temps d'arriver et on a commencé l'Ulpan. Lui a continué avec l'Alia Boeing à partir et revenir. Et moi j'ai commencé à apprendre l'hébreu ici. Et puis quelques mois après, malheureusement, il s'est noyé à la mer et en sauvant mes 2 enfants qui ont failli se noyer. Un de 9 ans et ma fille de 18 ans. Il a réussi à les sauver et lui il s'en est pas sorti. C'était quelques mois après notre Alia, la première année. Comment on s'en sort de ça? La foi d'abord, et puis l'instinct de survie, c'est mes enfants qui m'ont donné la force. Je ne pouvais pas les laisser, il a fallu se relever tout de suite. Vous avez envisagé de retourner en France? À aucune seconde, à aucun moment, malgré les pressions, malgré la facilité, ça aurait été le plus facile, hein, ça aurait été de repartir en France. J'ai un diplôme, j'avais du travail, j'ai ma famille, j'ai mes parents qui étaient, une partie de mes parents étaient en France. Le plus simple aurait été de retourner. C'est ce que tout le monde pensait que je ferais, mais... Est-ce que vous avez quand même 4 enfants? J'ai 4 enfants, j'en ai eu un 5e après, mais il n'en était pas question. Je ne suis pas montée pour d'autres raisons que l'amour d'Israël et que cette épreuve-là, je me suis dit que c'était une de plus, mais que j'allais continuer à me battre et survivre pour que mes enfants ne traversent pas ce processus d'Alia que moi j'ai dû traverser. Ma fille est rentrée à l'armée tout de suite. C'était la meilleure intégration possible, même si c'était pas facile pour une enfant qui parle pas hébreu. Elle est rentrée à l'armée et elle a été extrêmement courageuse
quelques mois après, elle était mitztahinet et elle était mefakedet et elle aussi, elle était dans le chinuch à l'armée. Mon deuxième qui, lui, me disait « Maman, mais moi, j'ai pas choisi, quoi ». Et finalement, quand il a perdu son père, c'était un énorme choc. Il avait 17 ans. Hein. Il a quand même, contre toute attente, il a passé son bac français. Il s'est battu comme un lion. Il a soutenu la famille et ses petits frères à l'époque. Voilà, et le troisième et le quatrième étaient petits. Hein. Ils avaient 9 ans et 6 ans. Ils ont tous surmonté. Je suis extrêmement fière d'eux. Ils ont tous surmonté malgré les épreuves et les challenges, ils ont tous surmonté avec brio. Alors vous n'avez pas eu le choix, vous avez dû vous battre, reprendre votre job. Voilà, en France, j'étais pédicure podologue, une profession qui était alors pas reconnue. J'ai mon ami Ariela Miller qui s'est défendu, qui tout de suite a pris le taureau par les cornes et qui a tout fait pour me faire rentrer à la Coupatrolim. Je suis rentrée à la Coupatrolim et au Khedet quelques mois après. Mais ça, c'était un peu un petit miracle parce que cette profession n'était pas encore reconnue. Voilà, profession pas reconnue. On avait une tolérance de travail. Des podologues étaient là, dont Ariela était là avant nous. Et on avait une tolérance de travail. Il a fallu se battre pour faire reconnaître nos compétences. Et c'est une profession, on pouvait pas se faire assurer, on pouvait pas prouver nos compétences parce qu'on n'avait pas une reconnaissance universitaire. Et il n'y a pas d'école de podologie en Israël, donc on n'avait pas aucun moyen d'obtenir une équivalence. C'est un métier qui n'existait pas en fait. C'est un métier qui n'existait pas ici. Bon, alors aujourd'hui ça a changé, vous êtes en pleine lumière. Après plus d'une vingtaine d'années de combat, surtout tous les soutiens et politiques et idéologiques, et vraiment on a des podologues qui se sont battus de toutes leurs forces, et aujourd'hui, donc la loi est enfin passée. On a une reconnaissance officielle du ministère de la Santé. On va pouvoir dormir tranquille, d'être payé à notre juste valeur, d'avoir des compétences reconnues, parce que souvent je ne vais pas dévaloriser la profession de pédicure, mais souvent d'être considéré comme simple pédicure, c'est extrêmement dévalorisant, alors qu'on a une vraie reconnaissance et une vraie formation paramédicale. C'est une grande joie et un aboutissement. On a beaucoup de demandes en Israël. Il y a beaucoup de travail en Israël. Il y a beaucoup de travail. Aujourd'hui, les rendez-vous, ça s'étale sur 6 mois pour avoir un rendez-vous. On a des plaintes de toutes parts parce qu'on nous dit « mais pourquoi vous êtes tout seul? Pourquoi vous êtes si peu ?» Je suis moi-même, je viens de Rosh Hanikra du Nord. Je suis aujourd'hui évacuée depuis 4 mois et demi, depuis le 7 octobre. J'ai personne pour me remplacer là-bas. Je suis toute seule et c'est pas normal que des gens doivent attendre 6 mois pour avoir un rendez-vous. Donc aujourd'hui, toutes ces personnes qui sont en attente de monter en Israël vont pouvoir le faire. Tous ces podologues, on les attend avec impatience. Ça vous réjouit pour eux? Ah ouais. Vous êtes toujours aussi sioniste malgré tous les challenges que vous avez? Je suis toujours aussi sioniste. On n'a pas la place, notre place, elle est ici et pas ailleurs. Malgré toutes les épreuves qu'on vit, ça a été pour moi des épreuves personnelles, mais aussi toutes ces années de combat pour pouvoir travailler, toutes ces années, le corona, la guerre aujourd'hui. J'ai deux fils qui viennent de revenir de l'armée après 4 mois et demi à l'armée, un dans le nord et un dans le sud. Je veux dire, c'est des épreuves où on pourrait lâcher prise et dire c'est trop pour nous, c'est trop. Et puis non, on est ici et il y a pas comme Israël. Notre place, elle est ici. C'est quoi qui vous attache? Le fait de ressembler à tous ceux qui vous entourent, c'est ça? D'abord, cette solidarité qui est unique au monde. Je veux dire, en France, même en tant que Française, je veux dire, je rejette pas la culture qui est importante, et j'ai grandi en France, mais ce sentiment d'appartenance, on l'a que ici. Je veux dire, moi, je me suis toujours sentie pas à ma place en France. Je sais que je vais pas faire plaisir à mes parents parce que j'ai étudié là-bas, mais pour moi, c'est mon appartenance a toujours été ici. Cette solidarité indéfectible à chaque moment, et on le sent là au quotidien, tous les jours, tout le temps, même si c'est pas facile. Alors c'est pas facile, et vous en savez quelque chose puisque vous êtes, on va dire, délocalisé, Mefouna comme on dit. Vous habitez à Tekoa, dans la région de Jérusalem, chez votre fille. Est-ce que vous avez retrouvé un travail? Non, j'ai toujours pas retrouvé de travail. Enfin, retrouver, je cherchais pas à remplacer celui que j'ai dans le Nord. Par la force des choses, je suis chez ma fille. Alors, je suis très contente d'être près de mes enfants et de ma sœur qui habite à Jérusalem. Mais d'un autre côté, je suis pas chez moi. J'ai été évacuée. Je suis venue pour les fêtes ici à Simchat Torah et je suis pas repartie depuis. Donc, je me sens un petit peu SDF. L'État vous prend en charge?
Alors j'ai une petite indemnité comme tous les méphonimes, comme tous les personnes évacuées, mais j'ai besoin de travailler. J'ai jamais demandé d'aide à personne. Donc me retrouver aujourd'hui à demander de l'aide ou à recevoir de l'aide, ça ne me correspond pas malgré toutes les épreuves que j'ai traversées. Donc j'ai un sentiment comme ça je suis pas à ma place, je suis pas à ma place de demander. Parce que les Coupatrollim de Jérusalem n'ont pas de place pour vous accueillir, c'est ça? Non, ils ont de la place. J'ai tapé aux portes des Coupatrollim, elles sont tout à fait prêtes à me recevoir. À Jérusalem et autour de Jérusalem, il y a du travail, il y a de la demande, il y a du matériel. On ne sait pas où ça bloque. Est-ce que c'est au niveau politique? Est-ce que c'est au niveau financier? Est-ce que c'est un manque de volonté, tout simplement? Pour l'instant, c'est en stand-by, on va dire. Voilà. 4 mois et demi, c'est long. C'est énorme. On vous souhaite que la situation, en tout cas pour vous, se débloque. Comment on peut vous aider, à part en parler, peut-être? Essayer effectivement de faire un petit peu de pression au niveau de la Coupatrollim. J'ai une amie qui gentiment, Ariella, qui gentiment va me prêter son cabinet les jours où elle n'y est pas. Donc effectivement, pour les gens, ça sera du privé et plus la Coupatrollim. Donc si les gens ont besoin de soins de podologie, sont les bienvenus et je les soignerai avec plaisir en sachant que c'est provisoire et j'espère retrouver ma maison et mon environnement. Alors vous qui avez vécu beaucoup d'épreuves, si on pense à tous ceux qui comme vous aujourd'hui sont délocalisés, déplacés ou dans les hôtels ou ailleurs, qui ont perdu des proches, qui ont été vraiment extrêmement meurtris, vous savez que le soleil va briller de nouveau pour eux? Absolument, absolument. J'ai une foi indéfectible et je me dis que chaque épreuve vient avec une satisfaction derrière. Je me dis que tout est décidé là-haut et que forcément ça va forcément s'arranger. Si j'avais pas été positive et en instinct de survie en permanence tout au long de ma vie, depuis que j'ai fait mon alia, on se dit bon à chaque fois bon allez c'est la dernière épreuve, la prochaine c'est fini, le soleil va enfin continuer de briller sans nuage. Il y a encore une épreuve et encore une épreuve. Vous avez refait votre vie, je crois que vous avez eu un 5e enfant. J'ai un 5e enfant à l'âge de 50 ans. Incroyable. J'y crois. Je me dis il devait arriver et il est arrivé et c'est une expérience extraordinaire. C'est une 5e césarienne, c'était encore un combat et tout le monde m'a dit que j'étais folle. Et au Hachem, c'est un enfant extraordinaire que lui aussi, il a été démobilisé, on va dire. Il est inscrit dans l'école de ma fille, à Tkoa. C'est des nouveaux amis, une nouvelle école et des nouvelles épreuves. Et il s'en sort, Baruch Hashem, avec beaucoup de courage. C'est lui qui me donne la force, encore une fois. À chaque étape, c'est les enfants qui m'ont donné la force. Je me dis, si lui peut s'adapter, moi aussi. Donc, on va essayer de continuer. Mais effectivement, on a aussi envie de retrouver sa maison et de son environnement. Bien que Jérusalem reste Jérusalem. J'ai travaillé 8 ans à Jérusalem. Et quand je suis partie, je me suis dit, on peut pas faire sans Jérusalem. Et si, on arrive à s'adapter à toutes les situations. Donc ça développe la capacité d'adaptation. On a l'impression d'être comme le peuple juif. À chaque fois, on sort d'Égypte et on recommence. Et avec une succession de miracles. Voilà, aujourd'hui, mes 2 enfants sont sortis de l'armée et vivants et en bonne santé. Je remercie Hachem pour ça. Je voudrais renforcer toutes les mamans qui passent ça. Vraiment, je pense à tous les Khatoufim, mais c'est tous les jours, je me lève en me disant que Dieu les protège et qu'ils reviennent en bonne santé. Et toutes les mamans Trayalim, voilà, on surmonte ça aussi et que tout le monde revienne en bonne santé. Et on va continuer, parce que des fois, c'est vrai qu'on se dit, je dois travailler, mais il y a toutes ces mamans qui passent toutes ces épreuves et je suis avec tout mon peuple, avec toute ma force.